Baïkonour, porte d'embarquement, destination Cosmos. Partir à la conquête des étoiles, un rêve aussi vieux que l'humanité. La conquête spatiale soviétique, c'est une histoire mouvementée où se croisent héros et pionniers, où les prouesses le disputent aux jeux de pouvoir, où les campagnes de propagande viennent occulter les catastrophes. Le père de l'aventure spatiale soviétique, Konstantin Tsiolkovsky, une légende déjà de son vivant. Ses recherches théoriques et ses travaux pratiques sur les fusées furent déterminants. Dès les années 20, il réunit un groupe d'élèves et d'adeptes. « 1933. Des jeunes gens, des rêveurs, des pionniers, des bricoleurs, de doudingues, tous disciples de Tsiolkovsky. Premier tir de fusée. Parmi ces inconditionnels, Sergueï Korolev, le deuxième en partant de la droite. Quelques années plus tard, c'est lui qui dirige le programme de fusée soviétique. Moscou, dans les années 30, scène quotidienne d'une grande ville. La vie semble suivre son cours normal. Rien qui laisse soupçonner les purges de Staline. Et pourtant, des hommes et des femmes disparaissent, par millions. En 1938, Korolev et certains de ses collaborateurs sont arrêtés. On leur reproche, comme à d'autres, d'avoir été en contact avec des espions. Quand on a de la chance, on sauve sa peau et on finit au goulag. Korolev est détenu jusqu'en 1944. Il est alors libéré et doit travailler désormais pour l'armement. Il ne sera réhabilité que dans les années 50. Lorsque l'Allemagne entre en guerre avec l'URSS en 1941, Staline manque de spécialistes capables de construire des armes nouvelles. Dans un premier temps, et dans presque tous les domaines, l'armée rouge est dotée d'équipements qui ne font pas le poids face à ceux des Allemands. Les légendaires orgues de Staline, ancêtres des lance-missiles, sont une invention tardive de l'économie de guerre soviétique. À cette époque, l'Allemagne travaillait déjà sur des armes autrement puissantes. Werner von Braun et son équipe avaient bénéficié de circonstances très favorables pour développer le premier missile du monde, le tristement célèbre V2. Boris Chertok, spécialiste russe des fusées, fut l'un des premiers étrangers à entendre parler de l'arme miracle allemande. Le KGB avait été le premier informé de l'existence de cette fusée allemande. Il en avait fait état fin 1943, si je ne m'abuse. Mais il fallut attendre que nos troupes entrent en Pologne et occupent la base d'essai de Heidelager pour avoir des détails précis. Car c'est là que les V2 avaient été testés. On nous amena des bouts de fusée et des patriotes polonais nous aidèrent à rassembler des éléments. Ils le firent d'ailleurs aussi pour le compte des Anglais. Nous avons pu ainsi reconstruire pour la première fois cette fusée dans le premier institut spécialisé dans ce domaine, le RNII de Moscou, où Glutchko et Korolev avaient déjà travaillé. Nordhausen, usine centrale. C'est là que les V2 furent fabriqués en série à partir de décembre 1943. Ce complexe d'usines souterraines était d'abord tombé aux mains des Américains.
Lorsque, conformément aux accords d'armistice, Nordhausen fut remis aux Russes en juin 1945, le butin semblait dans un premier temps bien maigre. Staline avait compris depuis longtemps les avantages stratégiques des fusées. Des spécialistes et des militaires russes, triés sur le volet, reçurent l'ordre de s'atteler à la reconstruction d'un V2. Chertok fut nommé directeur du projet et Korolev promu au rang de constructeur en chef. L'usine de fusée de Nordhausen avait employé jusqu'à 5000 travailleurs. En 1946, la totalité des opérations pour la reconstruction d'un V2 fut transférée en Russie. Технологический процесс сборки, освоены огневые стендовые испытания двигателей и ракет в целом. Была собрана серия ракет в Германии, и на основе полученного опыта произведены сборка серии ракет в СССР и подготовка собранных ракет к опытным пускам. Водных пространств и специально оборудованного полигона. Immensité de la steppe russe. C'est à Kapustin Yar que l'URSS installa son premier champ de tir pour les grosses fusées. Il s'agissait d'abord avant tout de tirer parti du savoir-faire acquis en Allemagne. Mais la contribution de la recherche allemande au développement de la recherche spatiale soviétique reste contestée jusqu'à aujourd'hui. Le Conseil des constructeurs en chef, les têtes pensantes du légendaire complexe militaro-industriel. Korolev, le chef et père spirituel du programme soviétique. Ce groupe était classé secret d'État, l'un des plus rigoureux d'Union soviétique. Les services de sécurité nous surveillaient. Ils étaient chargés du respect des secrets d'État, comme on disait, de tout ce qui relevait des secrets défense. Car nous étions des collaborateurs de pointe de ce complexe militaro-industriel aussi fameux que décrié. C'est grâce aux résultats de nos recherches que les usines d'armement et l'industrie spatiale pouvaient produire. Les services de sécurité avaient pour mission de protéger ces secrets d'État. Leur fonction était limitée à cela, en tout cas pour ce qui nous concernait. Chez les hommes politiques, il en allait autrement. C'est eux qui décidaient de mettre l'accent sur tel ou tel programme de fusée et de l'affectation des moyens financiers. Le côté visionnaire de Staline avait permis de reconnaître l'enjeu stratégique que représentait la technique moderne des fusées. Le financement devint rapidement un problème accessoire. Avant de pouvoir construire des fusées soviétiques, il importait de tester le butin de guerre pris aux Allemands. Подготовленная к пуску ракета направляется к портальному крану. C'est le 24 octobre 1947 qu'eut lieu le premier tir réussi de ce qui était encore un V2. Un succès pour les hommes de Korolev, mais ce n'était qu'un début. On ne pensait pas encore à l'astronautique civile. Au départ, il s'agissait exclusivement de projets militaires. Ustinov, futur ministre de la Défense, est alors nommé responsable militaire du programme de fusée. Extrait d'un film pédagogique russe. Secret défense.
on y voit la reconstitution du projet allemand A-10. L'A-10 devait être une version plus performante du V-2, mais ne reçut pas l'aval d'Hitler. Les possibilités offertes par une telle arme étaient évidentes. Je dirais que c'est un peu un hasard si l'Union soviétique a commencé à jouer un rôle dominant dans la politique mondiale à partir des années 50-60. C'est arrivé parce qu'à l'époque, il était vital pour l'URSS de disposer d'une fusée intercontinentale. Notre pays était cerné par un réseau de bases aériennes américaines, d'où pouvaient décoller à tout moment des forteresses volantes susceptibles de larguer une bombe atomique sur n'importe quel point de notre territoire. Tandis que nous étions incapables d'atteindre l'Amérique. C'est pourquoi nous reçûmes l'ordre de concevoir une fusée intercontinentale capable de transporter une charge nucléaire jusqu'aux États-Unis. Наблюдалось на расстоянии свыше 100 километров. Внимание! Идет ударная волна. Dès 1949, les USA n'avaient plus le monopole de l'atome. Kourtchatov, le père de la bombe atomique russe. Korolev, son ami de longue date, allait se charger de la fusée intercontinentale. C'est grâce au tandem Kourtchatov-Korolev que l'URSS allait devenir une superpuissance. 1955, la fusée R-5, la première fusée soviétique capable de véhiculer une tête nucléaire jusqu'à un objectif situé à 1200 km. Parallèlement au projet militaire, les chercheurs soviétiques travaillèrent dès la fin des années 40 à des applications civiles de la recherche en spationnautique. Des vols expérimentaux eurent lieu avec des chiens, premier pas avant de passer au vol humain. Ценнейшая информация поступала из заоблачных лабораторий. Vous savez, c'est à partir des fusées intercontinentales de la première génération qu'on a pu inventer les outils de la conquête spatiale. Car pour emmener dans le cosmos la charge utile requise, il fallait des fusées performantes. Et lorsqu'on nous demanda de concevoir une fusée intercontinentale dotée d'une tête nucléaire, nous comprîmes que nous allions pouvoir aussi mettre en œuvre certains de nos projets personnels, qui nous tenaient depuis longtemps à cœur. Korolev travaillait fébrilement à la fabrication d'un satellite artificiel. Car les USA avaient annoncé pour fin 1957 le lancement d'un engin de ce type. Способный доставить ядерный заряд практически в любую точку. В то же время был создан новый род войск, начал маршал Неделин. И что надо доделать, а не сидеть сложа руки. Or, l'ambitieux Korolev veut que son satellite soit le premier à tourner autour de la Terre. Il devait être lancé le 5 octobre 1957. De peur que les Américains ne soient les premiers, Korolev demande le feu vert de Moscou pour avancer la date. 4 octobre 1957. Le fameux effet Spoutnik. Dorénavant, il y aurait 2 superpuissances.
Jusqu'alors, les USA semblaient détenir une nette supériorité sur l'URSS, dont personne ne soupçonnait les progrès techniques. Nikita Khrouchtchev, qui avait pris les rênes du pays à la mort de Staline, mit un certain temps à réaliser que la conquête spatiale, à des fins civiles, pourrait constituer une excellente propagande. Il faut dire qu'à cette époque, le dada de Khrouchtchev, c'était plutôt l'agriculture. Mais il voulait d'entrée de jeu faire sensation en proposant un super spectacle cosmique à l'occasion du 40e anniversaire de la Révolution d'octobre. Héroïne Laïka, la première chienne de l'espace. Avant le lancement de Spoutnik et le voyage de Laïka, les chercheurs soviétiques avaient connu quelques revers cuisants, dont certains dramatiques. Mais l'opinion publique ne vit jamais les photos des fusées qui explosèrent. Échecs et catastrophes restaient des sujets tabous. J'avais surtout peur de ma propre technique. Mais je n'ai jamais eu peur pour moi ou pour mes camarades. À part une fois, j'étais dans la steppe et une fusée se désintégra au-dessus de nous. C'était d'ailleurs la fameuse R-7, avec laquelle nous lançons encore de nos jours nos vaisseaux habités dans l'espace. Et j'eus l'impression que l'un des étages allait tomber justement dans ma direction. Je déboulai comme un lapin à travers la steppe, trébuché et tombé. Heureusement, le truc s'écrasa à une centaine de mètres de moi. Là, j'ai vraiment eu peur. 24 octobre 1960, la plus terrible catastrophe de l'histoire de la conquête de l'espace. Plus de 90 morts, dont le maréchal Nedlin, responsable du programme fusée. Version officielle, victime d'un accident d'avion. Que les vols humains comportaient des risques, cela était évident pour tout le monde. Mais on ne douta néanmoins jamais de leur nécessité. Les Américains et les Russes s'y préparaient fiévreusement. Les premiers cosmonautes soviétiques s'entraînaient depuis 1960. Ils étaient 20. La question était, qui sera le premier homme à aller dans le cosmos? Les tests pratiqués sur des mannequins avaient été probants. Photo de l'ultime réunion, 2 jours avant le lancement. Les dés sont jetés. Ход подготовительных работ и всей предшествующей подготовки показывает, что мы можем сегодня решить вопрос об осуществлении первого космического полета человека на корабле-спутнике. У меня все. Все, Сергей.
Есть предложение, товарищи, если ни у кого нет каких-либо добавлений, принять следующее решение. Трудно из 6 выделить кого-либо одного, но такое решение нужно было принять, и командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича. Запасным пилота назначить Титова Германа Степановича. Есть ли вопросы к товарищу Каманину? Нет вопросов. Есть ли другие предложения, товарищи? Нет других предложений. Разрешите, товарищи, мне заверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с честью оправдаю доверенное мне задание, провожу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолевают коммунисты. Le compte à rebours a commencé. Préparatif du lancement. Здесь так. 12 avril 1961. Le premier homme s'envole dans l'espace. C'est Yuri Gagarin, citoyen de l'URSS, qui devient la première nation spatiale. Quelques heures après le retour sur Terre. Moment extrêmement émouvant dans la vie d'un citoyen soviétique. Le parti a organisé la cérémonie d'accueil. Personne ne sait où Gagarine a la tête. Les lacets de sa chaussure gauche sont dénoués. Et voilà que le conquérant du ciel flirte avec la terre. Une chance, il atterrit dans les bras du secrétaire général. Cosmonaute, un nouveau type de héros dans la lutte entre les deux systèmes antagonistes. Le héros communiste par excellence. La preuve de la supériorité du socialisme. À l'étranger et à l'intérieur du pays. Tous les enfants veulent devenir cosmonautes. Une nouvelle idole est née, fort sympathique au demeurant. Photo pour la postérité. À l'époque, personne ne parlait d'angoisse ou de problème. Vous savez, à chaque vol, nous étions très excités et nous vivions tout en direct quand nous suivions attentivement les émissions. Nous étions naturellement nerveux si certaines choses n'allaient pas comme prévu et nous nous réjouissions pour celui qui réussissait. Tout cela était indissociable. Là-haut dans l'espace, tout est plutôt compliqué.
Il ne peut en être autrement. C'est pourquoi nous nous sentions tous très mobilisés. Nous voulions que chaque entreprise se termine pour le mieux. Entraînement dans un centrifugeur. Le groupe des cosmonautes. Membre depuis le début. Alexei Leonov, à droite, à côté de Gagarine. C'était une branche totalement nouvelle de l'activité humaine et un domaine technique inédit. Il est donc évident que la technique peut aussi connaître des revers, qu'il peut y avoir des obstacles imprévus à surmonter. Mais il faut que tout le monde en soit informé. Et c'est ça qui forcera le respect des autres. Malheureusement, à l'époque, nous n'avons pas su nous y prendre. Si bien que l'aventure spatiale a rapidement perdu de son prestige dans le peuple. Les gens pensaient que nous faisions un vol d'agrément et qu'au retour, nous buvions un verre tout en étant gratifiés d'une décoration et de quelques autres avantages. Mais ce n'était pas ça la vérité, car n'oublions pas qu'il y a eu de nombreuses victimes lors des étapes préliminaires. L'un de ces morts s'appelait Valentin Bodarenko. 3 semaines avant le vol de Gagarine, il fut brûlé vif lors d'une épreuve d'entraînement. Pas de plaque commémorative à son nom sur le mur du Kremlin. Ici, la doublure de Gagarine. Grigori Niloubov. Touché par une sanction d'ordre disciplinaire, il tomba en disgrâce. Il finit par se suicider et sa photo disparut de la presse. Niloubov, le mal-aimé. Mai 1961. Le succès de Gagarine a mis tout le monde de joyeuse humeur. Korolev et ses patrons connaissent déjà la prochaine mission. Ce sera un vol de propagande d'un nouveau genre. Le cosmonaute numéro 2 est déjà désigné, German Titov. Je demandais qu'on m'établisse une carte, afin que, pour le cas où je quitterais le territoire soviétique et où je serais contraint à un atterrissage forcé à la suite d'un incident de vol, je puisse donner ma position. Le globe qui était à bord était très imprécis. Échelle 1 mm pour 1000 km. Impossible de m'en servir pour m'orienter et donner des coordonnées précises. Sergueï Pavlovitch me dit que tout ça était bien joli, mais que le vaisseau se trouvait déjà sur le cosmodrome, sur sa rampe de lancement, que tout était déjà en place et qu'on tiendrait compte de mes suggestions pour la prochaine version, que je n'avais qu'à prendre le départ et me débrouiller avec ce que j'avais. Le parti faisait pression. Titov s'envola le 6 août 1961, 7 jours avant la construction du mur de Berlin. Mais le monde ne s'en doutait pas encore lorsqu'il apprit la nouvelle du vol de Titov, 24 heures autour de la Terre. J'avais été très impressionné quand Gagarine s'était mis en orbite, parce que je savais pertinemment combien il nous fallait travailler dur pour envoyer de notre côté un Américain dans l'espace. Mais le moment le plus fabuleux fut le vol suivant entrepris par les Russes. Celui de German Titov, peu avant que nous lancions John Glenn. Je n'oublierai jamais mon impression d'alors. J'en ai encore la chair de poule. Avec ce jeune homme qui tournait autour de la Terre et qui s'écriait « Je suis un aigle, je suis un aigle ». Tout le monde trouvait Titov sympathique. Je crois que Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev
était très satisfait que nos chercheurs, spécialistes du cosmos et des fusées, aient réussi à construire ces engins qui faisaient avancer à la fois la recherche militaire et la spationautique. Et je crois, bien évidemment, qu'à cette époque, notre gouvernement sut aussi en tirer profit sur le plan de la politique étrangère. J'ai eu, par exemple, connaissance des télégrammes de félicitations adressés par Nehru et Mao Tse-tung, dans lesquels il disait que les vols de Gagarine et de Titov sont la preuve éclatante de la réussite et de la supériorité du socialisme. Mais la Russie n'était pas seule à avoir besoin de héros dans la lutte entre les deux grands. On savait pourquoi. Je ne crois pas que dans la tête des astronautes ou des cosmonautes, il s'agissait d'une course ou d'une compétition, comme vous dites. C'était plutôt une arme politique dont on se servait. On peut dire a posteriori que nous utilisions ce conflit pour demander plus de crédit pour la recherche spatiale. Tout comme les Russes, enfin plutôt les Soviétiques à l'époque, le faisaient de leur côté. Это отражение высоких преимуществ социализма, его превосходства над капиталистической системой. Видите ли, я тогда... Voyez-vous, je ne savais pas à l'époque ce que Khrouchtchev attendait de nous. Mais je peux vous dire aujourd'hui que si nos succès dans le domaine spatial n'ont pas directement entraîné des négociations avec les Américains, ils ont en tout cas créé un terrain favorable pour ce faire. Je me souviens en effet d'une question posée à mon retour lors de la conférence de presse. Le vaisseau spatial Vostok aurait-il aussi pu transporter une bombe atomique? Mot pour mot. Je ne sais plus de quel correspondant il s'agissait. En tout cas, j'avais alors répondu que Vostok avait été conçu pour des vols habités, mais que si l'on considérait que cette capsule pesait 4 tonnes et demie, on pourrait sans doute l'équiper d'armes nucléaires. Et tout le monde avait parfaitement compris. C'est en étant conscient de cette nouvelle donne que Moscou fit construire le mur. L'absence de réaction de la part des Occidentaux fut un encouragement pour Khrouchtchev. Et les Soviétiques pouvaient régulièrement montrer qu'ils avaient le bras long avec les fusées intercontinentales. Dans ce domaine de recherche, les programmes militaires avaient toujours la priorité. Une recherche systématique pour l'exploration de l'espace à des fins civiles était beaucoup moins évidente. Certains signes avant-coureurs annonçaient une crise. La crise qui a frappé la spationautique de notre pays a été aggravée par les méthodes de commandement de nos dirigeants. Ce n'est qu'après être devenu constructeur en chef que j'ai vraiment pu juger et apprécier Korolev. Il a vraiment tout assumé, mais nous ne l'avons réalisé qu'à sa mort. Car à partir de là, il devenait clair que nous ne pouvions pas continuer avec les mêmes structures. Korolev est pris entre deux feux. D'un côté, des succès incontestables. De l'autre, les exigences irréalistes de la nomenclatura politique. Les jeux de pouvoir traditionnels et les rituels immuables font de plus en plus de tort à la recherche spatiale soviétique. Les dirigeants pratiquent l'autocongratulation. C'est ainsi que Nikita Khrouchtchev se décore de 2 médailles pour sa contribution à la conquête de l'espace.
l'ordre de Lénine et le titre de héros de l'Union soviétique. De son vivant, Korolyov ne recevra aucune de ces deux distinctions. Les experts devaient faire ce que voulait le comité central, avec des ordres qui pouvaient se contredire d'un jour à l'autre. Si le comité central voulait avoir un chien, on lançait un chien. S'il demandait une femme, eh bien, on envoyait une femme. Nikita Sergeyevitch était en haut, si haut. Je peux vous dire que l'astronautique était l'enfant chéri de Nikita Sergeyevitch. Et il adorait non seulement les cosmonautes, mais tous ceux qui travaillaient pour l'astronautique. Car il comprenait quelle était la fierté de ce pays, qu'elle asseyait l'autorité de l'URSS. Il soutenait la recherche spatiale, car elle était son enfant chéri. Mariage de rêve au Kremlin. L'homme cosmonaute et la femme cosmonaute se marient. Valentina Tereshkova et Andrian Nikolaev. Ainsi l'a voulu le chef du parti. Photo d'une grande famille. Sur ces photos, un absent, Sergueï Korolyov. Il était pourtant témoin des mariés, mais ce n'est qu'après sa mort que le monde entendra parler de lui. Oui, c'était un homme merveilleux, Sergueï Pavlovitch. C'était non seulement un grand scientifique, mais un organisateur hors pair. Il savait rassembler autour de lui les ingénieurs et les chercheurs les plus doués. C'est pourquoi nous rencontrions tellement de succès dans nos programmes spatiaux à l'époque. Полету готовы. Octobre 1964, une nouvelle mission spectaculaire s'annonce. Le premier vol à 3. Сбросного! Есть сбросного! Зажигание! Je n'étais pas encore constructeur en chef. À l'époque, c'était Sergueï Pavlovitch Korolyov. Et il avait dû recevoir l'ordre de lancer une nouvelle opération spectaculaire dans le cosmos. Je pense maintenant que ce vol à 3 dans une cabine Voskhod prévue au départ pour une personne a été une entreprise insensée, une véritable aventure, conçue pour prouver que nous étions les plus forts de la planète. C'est ainsi que nous avons commencé à envoyer dans l'espace ces vaisseaux à plusieurs passagers. Le message de félicitations pour le trio avait encore été signé par Khrouchtchev. Mais au retour sur Terre, ce fut le nouvel homme fort du régime, Léonid Brejnev, qui empocha la mise. Sous Khrouchtchev, la spationautique avait connu un formidable essor. Les temps allaient être plus durs pour Brejnev. L'ère des succès rapides était révolue. La mission d'Alexeï Leonov marqua encore une étape décisive. Pour la première fois, un homme sortait et évoluait librement dans l'espace. Rares étaient ceux qui savaient qu'on avait frôlé la catastrophe. Il y a eu plusieurs incidents durant le vol et le risque était grand. Personne ne savait en effet que nous avions eu 7 pannes graves à bord du Voskhod 2, dont l'une où la probabilité de revenir sur Terre était de l'ordre de 1 à 100. Pourquoi n'a-t-on pas voulu dire à l'opinion publique ce qui se passait? Cela aurait été bénéfique pour tout le monde. Et puis nous avions su maîtriser la situation. On aurait pu en informer les gens.
И надо было об этом сказать. Leonov atterrit très loin de l'objectif prévu. Encore des images qui n'étaient pas destinées au public. Ce dernier avait toujours l'illusion que tout allait bien. La façade restait apparemment intacte. En coulisses, les discussions allaient bon train. On réfléchissait plus ou moins ouvertement à une réforme et à une restructuration de la recherche astronautique soviétique. En 1965, le général Kamanin, responsable du programme fusées et missiles, adressa une lettre au secrétaire général du parti, Brejnev. Elle était co-signée entre autres par Gagarine, Titov et Leonov. Au comité central du Parti communiste d'Union soviétique, cher Leonid Ilitch, en Union soviétique, des moyens non négligeables sont mis à disposition. Mais il existe de nombreux dysfonctionnements au niveau de la conception, de l'organisation et de la supervision du travail. L'an dernier, la situation s'est beaucoup dégradée. Non seulement les USA nous ont rattrapés, mais ils nous ont dépassés dans certains domaines. Ce retard dans la conquête du cosmos a des incidences graves sur le prestige et la capacité de défense de notre pays. Pourquoi l'Union soviétique perd-elle sa position dominante dans la recherche spatiale? Cette lettre resta sans réponse. Janvier 1966. Korolev, le pionnier de la spationautique soviétique, meurt. Enfin, le monde apprend son nom. Enfin, on lui rend publiquement hommage. La mort de Korolev représente un tournant capital. La poursuite de la conquête spatiale sous les emblèmes du marteau de la faucille devient soudain bien incertaine.